Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de Mousticade de ton passage, j'espère que tu passes une bonne semaine. On est déjà rendu mercredi, il y a encore de la neige dehors, j'espère que ça va finir par fondre. La neige qu'on a reçue hier, puis là ça fait comme... Ouais, il fait un peu froid aujourd'hui, c'est comme un temps à sortir dehors, mettons. Quoique, on a déjà connu pire. Hey, salut les shooters, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça va bien pour toi sur la route. Aujourd'hui, on va lire un roman de science-fiction qui s'appelle, dans le fond, qui s'inscrit dans la trilogie d'Arzela Davikan et le premier tome s'intitule Némésis. Donc, c'est disponible sur Amazon et le récit va comme suit. Quand Arzela entre à l'Académie militaire d'Aros pour devenir médecin, elle ne se doute pas du chamboulement qu'elle va vivre. Solitaire et distante pour se protéger, elle va apprendre que si l'amitié est une force, l'amour peut sauver des vies, mais aussi l'espèce humaine a gardé certains défauts. Derrière les valeurs qu'elle a juré de servir, elle va découvrir la face cachée de la politique, avec ses méfaits inavouables au détriment des peuples. Sous son apparence froide, Arzella dissimule un grand sens de la justice et du sacrifice pour ceux qui lui sont chers. Prête à tout pour faire éclater la vérité, elle n'hésite pas à se mettre toute la coalition à dos, au risque de perdre certains amis et de devenir une fugitive. Elle devra alors faire un choix. Entre deux cœurs, deux mondes, deux camps. Et c'est édité par les éditions Encre de Lune. C'est un livre qui a été écrit par Melody Blouin. Donc, sans plus tarder, on va lire l'extrait qui est disponible sur Amazon, juste ici, avec des petites divisions disponibles. Donc, Vaisseau 1, Nemesis. Si je ne me trompe pas, c'était une trilogie, mais aussi il y a un tome 2.5 ou 3.5, un petit tome compagnon qu'on peut dire. C'était publié en 2023. Moi, c'est ça, comme je dis, il y a le site internet de la maison d'édition si jamais vous voulez en savoir plus. Qu'est-ce qu'on n'en a pas? Et le prologue. Janus, petite planète dans un vaste système multisolaire se situant à la frontière du bras de Persée dans la galaxie de la Voie lactée. Là se trouve une petite colonie humaine qui vit comme beaucoup en autarcie, ne consommant et ne produisant que l'essentiel. Les maisons étaient rudimentaires, sans confort technologique, juste l'essentiel. 4 murs, un toit, parfois un étage. La plupart étaient en enduit, un mélange résistant de sable, de paille et de colle artisanale. Le bois était rare et servait principalement au chauffage des maisons et à la cuisson. C'était la fin de l'été, la nuit venait de tomber, tout comme la température, chutant rapidement. Près d'un village établi au milieu d'une zone aride, non loin d'une oasis et d'une source d'eau profonde, un engin se posa silencieusement avant de repartir, vide. Une jeune femme se dirigea vers la seule habitation encore éclairée, celle du forgeron du village. La voyageuse découvrit un homme aux cheveux bouclés, d'un blond lumineux et aux yeux bleu-gris assez clairs. Son visage était hâlé, faisant ressortir ses traits allongés et lui donnant un air bienveillant naturel. Ses épaules plutôt larges marquaient l'entraînement physique dû à son métier. Le jeune forgeron, Owen, était en train de battre un morceau de fer rougeoyant quand il fut surpris de voir quelqu'un sur le pas de son atelier à cette heure-ci. Il reconnut l'uniforme gris, puis remarqua les blessures de son invité surprise. Excusez-moi, je cherche juste un abri pour la nuit et je partirai demain à l'aube, expliqua-t-elle. La jeune étrangère était plutôt grande, élancée, une allure sportive, presque féline. Elle avait des cheveux mi-longs attachés, d'un noir profond et des yeux en amande qui ressortaient de son visage au très fin. Owen reposa son marteau, retira ses gants de protection et s'avança vers elle. Déjà, je vais vous soigner. Ensuite, on verra. D'où venez-vous comme ça au milieu de la nuit demanda-t-il en la faisant s'asseoir près du feu pour la réchauffer. Aucune importance, éluda la jeune inconnue. Pendant qu'il récupéra le nécessaire pour panser ses plaies, Lélia retira son uniforme et le jeta dans le feu crépitant de la forge. Owen l'aperçut et s'empressa de la couvrir d'une grosse couverture. Il ne demanda pas la raison de son geste, s'occupant d'abord de traiter ses plaies. Son visage, ses mains et son torse étaient un tableau historique des différentes batailles qu'avait dû livrer la jeune femme. Néanmoins, il resta captivé par son regard d'un vert étrange, sans dire un mot, il prit grand soin de sa voyageuse mystère.
Finalement, elle ne repartit pas le lendemain, ni les jours d'après. Lélia avait trouvé son refuge pour commencer une nouvelle vie, loin des intrigues et des problèmes. Une vie simple, certes, sans technologie, mais elle pouvait être qui elle voulait, sans pression, sans crainte. Ses anciennes formations étaient utiles au village. Elle s'intégra rapidement avec l'aide d'Owen et s'occupa de l'enseignement des sciences aux enfants. D'abord amies, Owen et elle se rapprochèrent avec le temps, comme une évidence. Elle resta très secrète sur son passé, en révélant le strict minimum à son compagnon. Pour les villageois, elle n'était même pas un soldat. Tous ignoraient son passé et ne s'en intéressaient guère. Quand elle découvrit sa grossesse, Lélia était inquiète. Sans la médecine moderne, elle n'avait pas accès à l'imagerie pour savoir si tout allait bien. À la suite d'expériences médicales, elle ignorait l'impact sur son bébé. Owen la rassura, essaya d'être le plus prévenant possible avec elle. Malgré son état, elle resta assez active dans la communauté. L'exercice physique ne l'effrayait pas, ce qui rendait parfois Owen fou d'inquiétude. C'était son tempérament, une jeune femme entière, impliquée, n'ayant pas peur des mots ni de dire les choses, même quand elle dérangeait. Malgré sa forte personnalité, qui en agaçait certains, Owen savait qu'elle cachait une grande sensibilité, un cœur généreux ainsi que beaucoup de douceur et de bienveillance. Lélia était blottie dans les bras d'Owen. Elle jouait avec ses cheveux d'un blond lumineux tombant en boucle près de ses oreilles, l'écoutant lire une vieille fable terrienne. Un coup dans son ventre rebondit, la fit grimacer et ses sourcils se froncèrent d'inquiétude. C'est un petit costaud, on dirait. Owen posa sa main sur le ventre de sa compagne, la couvrant de tendresse du regard. Lui ou elle. Owen, si on me retrouve, commença Lélia, son inquiétude grandissant avec ses hormones. Même la coalition a dû oublier qu'on existe. Personne ne pourra te retrouver. Et puis, tout le monde ignore qui tu étais avant. Pour tous, tu viens d'une colonie voisine. Ton vaisseau s'est abîmé sur notre planète, rassura le futur père, plus serein. Quoi qu'il en soit, promets-moi de ne jamais lui révéler mon histoire pour sa sécurité. Et si on trouvait déjà un petit nom à ce bébé costaud, détourna Owen avec un sourire bienveillant. Ils étaient heureux tous les trois. Owen, Lélia et Arzella, une magnifique petite fille aux yeux émeraudes comme sa mère. Leur vie s'écoulait paisiblement la première année, avant que le sort n'en décide autrement. Chapitre 1. Born Alone, Die Alone. Madeleine Doux. Tapie sous un fourré, silencieuse, ses petites mains d'enfant sur la bouche pour camoufler une respiration haletante, elle écoutait leur pas résonner de plus en plus fort. Elle étouffa un cri devant un pied là, juste devant elle. Immobile, terrifiée comme une bête traquée, elle ne put réprimer des larmes qui coulaient sans bruit. Les pas s'éloignèrent enfin. Elle entendit ce qui lui sembla être une éternité et se hasarda hors du buisson qui la protégeait. Un hurlement brisa le silence du lieu, le spectacle qui s'offrait à ses yeux lui coupa le souffle. En apnée, elle comprit qu'aucune pitié n'avait été accordée aux habitants de son village et qu'il n'y avait aucun survivant dans cette zone à part elle. Elle se souvint d'avoir crié son nom à s'en briser la voix. Son père n'était plus, comme la plupart de ceux de son village. Un silence étourdissant régnait, quand soudain son appel lui revint en écho, le vertige qui l'envahissait lui murmurait qu'elle était seule à présent. Toute seule. Les questions se bousculaient à l'intérieur de sa tête dans un vacarme chaotique, mais celle qui revenait sans cesse agressait sans arrêt ses pensées. Pourquoi un tel massacre? Elle se réveilla en sursaut, toujours le même cauchemar, sans jamais pouvoir le modifier. Arzella Daviken n'avait jamais connu sa mère, morte durant sa première année d'une mystérieuse maladie. Son père, Owen, simple artisan, était sa seule famille. Arzella avait les yeux de sa maman, vert émeraude un peu en amande, tout le monde l'en complimentait. Elle n'avait aucun souvenir d'elle et très peu de photos. Souvent, elle cachait son regard sous une longue mèche de cheveux ébène qui soulignait un visage fin au teint hâlé. Tous les jours, après l'école, elle rejoignait son père à la forge. Elle aimait surtout le regarder travailler le métal si solide et résistant et pourtant si malléable, soumis aux mains de celui qu'elle admirait tant. Elle n'avait besoin de rien d'autre en ce temps-là. Owen était aussi un des conseillers respectés par la communauté. Il vivait dans un petit village d'une des colonies humaines après la fuite de la Terre. C'était un endroit calme, à l'écart de la mégalopole Ildris. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Quand les attaques arrivèrent, Owen fut parmi les premiers à partir au combat pour protéger le village, confinant Arzella à une proche voisine, Manny. Malheureusement, la petite fille devint bien trop tôt orpheline,
grandissant avec l'envie furieuse de vengeance envers les responsables de la disparition de son père. Un matin, à la fin du printemps, Arzella sautait partout, une feuille à la main, surmontée d'un énorme tampon rouge qui représentait un faucon assis sur une planète, les ailes déployées. Elle venait de recevoir sa convocation pour entrer à l'Académie de la Coalition. Une navette viendra la récupérer le lendemain à un point de ralliement. Arzella tenait sa vengeance entre ses mains. La jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, n'était pas très grande pour une humaine. Elle était dotée d'un physique plutôt mince mais athlétique. Une chevelure noire attachée négligemment à l'arrière laissait quelques mèches encadrer un visage plutôt enfantin et innocent, auquel il valait mieux ne pas apporter crédit sous peine d'être désagréablement surpris. Elle déboula dans la hutte de la vieille dame, qu'elle serra fort contre elle, elle dépassait Manée d'une bonne tête désormais. Ce soir-là, elle n'a pu dormir, gardant la précieuse missive contre elle. Elle l'avait tant imaginée par le passé qu'elle s'en retrouvait presque sans saveur à présent. Son chagrin était toujours bien présent, la cisaillant encore et encore. Le moindre souvenir de ses parents demeurait un calvaire. Elle resta allongée sur son lit, à fixer le ciel étoilé par la lucarne du toit, faisant diversion à sa souffrance en imaginant son futur dans l'armée de la coalition. Quand, d'épuisement, elle finit par sombrer dans un sommeil agité et peuplé de cauchemars. Arzella attrapa son sac posé sur son lit et sortit de la petite maison, la détaillant du regard une dernière fois avant de se retourner vers Mané qui ne put retenir ses larmes. Oh non, Mané, s'il te plaît, je vais pleurer moi aussi, supplia Arzella enlaçant la vieille dame. Mané n'ayant jamais eu d'enfant, elle était devenue sa propre fille. Fais attention à toi, ma petite. Reviens-moi vite. Promis, Mané. Et puis, tu sais, nous, les médecins, on est des planqués, plaisanta Arzella pour assurer sa protectrice. Elle balança son sac sur l'épaule et partit au point de rendez-vous, sans se retourner pour ne pas vaciller. Revoir son village risquait de la submerger, trop de souvenirs douloureux encore. Elle commença à rentrer dans sa carapace, une cage d'acier qu'elle avait créée pour se protéger de toute émotion ou tout sentiment. Elle se refusait à toute manifestation affectueuse ou naissance d'attache à quiconque, et de prendre le risque d'être trahie, abandonnée ou d'affronter la perte d'un être cher encore une fois. Arzella passa le voyage avec sa musique, ne cherchant aucun contact avec les autres passagers ni ses voisins de bord. Elle admira Ildris brièvement lors d'un transfert de navette et se retrouva avec beaucoup plus de monde autour d'elle. Certains avaient l'air de bien s'amuser, des éclats de rire et des huées résonnaient durant le vol. Son visage s'illumina soudain à la vue du centre de la pièce Arros, qui était enfin visible. C'était un bâtiment relativement discret malgré sa taille, composé de plusieurs modules en béton avec de larges baies vitrées qui se rejoignaient tous au bâtiment central par des couloirs transparents. Malgré l'imposante structure, elle s'intégrait parfaitement dans l'environnement. 3 autres bâtiments étaient isolés du centre. L'armurerie, le gymnase et les hangars de la chasse. On pouvait les identifier par leur taille plus importante et leur couleur plus sombre. Le centre était bordé par une forêt très dense aux tons pourpre et vert profond, et au loin, on pouvait apercevoir un grand lac à l'eau translucide et au fond coloré. Excuse-moi. La navette se posa sur le tarmac du centre. Arzella descendit parmi les premiers et fut surprise par les odeurs qui vinrent chatouiller ses narines, la stoppant un instant sur le tarmac. Des effluves mécaniques venant des hangars, mélangés à celles de la végétation humide, donnaient un alliage parfumé de cambouis accompagné de senteurs fraîches et résineuses. Elle repéra les engins de la chasse. Bien qu'elle eût un immense respect pour l'armée, elle portait néanmoins beaucoup moins d'estime aux pilotes qu'elle considérait comme des kamikazes ou des suicidaires. Ainsi, elle ne put retenir un subtil signe de rejet à la vue des aéronefs. La trentaine de nouvelles recrues descendit de l'appareil et se mit en rang, sans ordre précis, comme un réflexe. Elle les scruta, cherchant à deviner leur spécialité. Être major de sa promotion était son unique but. 4 sous-officiers les attendaient. Ils portaient un uniforme gris avec un liseré de couleurs différentes selon le grade et tenaient chacun une tablette. L'un d'eux fit un pas en avant et s'exprima. Recrue ingénierie, suivez-moi, lançait-il d'un ton sec avant de tourner le dos et de s'en aller. Plusieurs camarades se fixèrent, interloqués, avant d'emboîter le pas de l'officier au cordon bleu. Le groupe s'éloigna sur le tarmac avant de disparaître derrière un hangar. Le second, au liseré vert, s'avança, appelant les élèves de la chasse. En sortant du rang,
un gaillard excité bouscula Arzella, lâchant à peine une excuse sans se retourner. Il était bien plus grand que la moyenne, des cheveux bouclés, une mâchoire carrée tout comme ses épaules et des yeux noisettes pétillants. Elle se retint de l'attraper, ne sachant qui était l'officier qu'elle devait suivre, mais se jura de lui rendre l'appareil à un moment ou un autre. Le troisième officier, avec des broderies rouges, appela les étudiants médecins. Arzella fut la première à s'avancer pour le suivre, ne cherchant pas à savoir qui la suivait. Le copinage n'avait pas sa place dans ses projets. Le groupe fit le tour de hangar, puis entra dans le bâtiment principal. Les deux premiers groupes étaient présents et le quatrième, celui des artilleurs, était déjà derrière eux. Tous se mirent en rang selon leur spécialité, faisant face aux 4 officiers. L'officier ingénieur prit la parole. Vous devez sûrement vous demander pourquoi vous êtes à nouveau tous réunis. Nous sommes les officiers en second de vos unités. Vous ne pensez quand même pas voir maintenant vos chefs respectifs. Vous êtes le bas de l'échelle, les fourmis. Avant de vous prendre pour les caïds de votre section, apprenez déjà à être un soldat. Vous savez ce qui fait la force de la coalition? C'est justement le fait d'avoir une armée unie et soudée. Vous faites tous partie de la même équipe. Avant d'être ingénieur ou tout bide, vous êtes un soldat. Prouvez votre valeur sur le terrain et peut-être que vous pourrez passer votre spécialité. Prenez cela à la légère et soit vous dégagez, soit vous tomberez. Les élèves se dévisagèrent, inquiets et soupçonneux. Bien que l'unité fût revendiquée, tous savaient que la guerre faisait rage pour être premier de sa promo et avoir l'affectation de son choix. Beaucoup rêvaient de faire carrière sur le Némésis et les places étaient rares. Arzella fixait l'officier médical sans porter attention aux autres candidats. Après une minute de léger brouhaha, l'officier de chasse intervint à son tour. Je vais vous conduire à vos quartiers. Rendez-vous dans 3 minutes au réfectoire. Le groupe de recrues se mit en marche, certains jouant des coudes pour être juste derrière le supérieur. Arzella ne dissimula pas un léger rictus sournois. Elle avait déjà repéré le réfectoire et la zone de repos. Elle savait qu'il faudrait courir pour y être à temps. Elle enclencha sa montre chronomètre pour ne pas perdre de temps. Elle mémorisa le chemin emprunté et les panneaux indicatifs sur le trajet. Une énième porte automatique s'ouvrit sur un couloir où se trouvaient une dizaine de portes et une autre au fond pour les sanitaires. Rendez-vous dans 2 minutes au réfectoire, indiqua l'officier avant de tourner les talons. Alors que tout le monde se précipita pour attraper une chambre, Arzella se rendit directement au fond du couloir et ouvrit une des pièces. À l'intérieur, 2 lits superposés et 4 armoires, le strict nécessaire. Elle jeta son sac sur le lit en haut à sa droite et repartit, sans prendre les documents posés sur chaque couchette. Elle trottina jusqu'au point de rendez-vous, arrivant devant la salle pile 2 minutes comme exigé. Elle alla passer la porte quand un élève qui la suivit la bouscula à nouveau. Hey, la politesse, tu l'as oublié sous ton oreiller ce matin? Pesta Arzella en attrapant l'individu par le bras. Oups, désolé, mais on va être en retard, lâcha-t-il en souriant. Elle reconnut celui qui l'avait heurté sur le tarmac peu de temps avant. Surprise de sa réaction, elle retira sa main et lui emboîta le pas, grommelant derrière lui. Le jeune homme était si grand que les officiers présents ne remarquèrent pas Arzella tout de suite. L'ensemble du groupe arriva quelques secondes après eux. Des murmures se firent entendre dans l'assistance. Cette fois, ce fut le second en médecine qui prit la parole. 2 minutes, ce n'est pas 2 minutes et 20 secondes. Le moindre geste, la moindre microseconde peut être vitale. Vous avez 5 minutes pour manger et rendez-vous dans 7 minutes au gymnase. La contestation commença à monter dans l'indifférence des officiers qui quittèrent le self. Alors qu'Arzella essayait de manger le plus possible, le jeune homme vint s'asseoir à côté d'elle. Elle commença par s'éloigner son plateau, mais il fit de même, se rapprochant d'elle. Il était immense, il dépassait toute la promo d'une tête facilement, voire deux en ce qui la concernait. Il avait des yeux noisettes et des cheveux bruns bouclés. Son visage était presque celui d'un chérubin, comparé à son physique hors norme et sa carrure de boxeur. Il inspirait la confiance au premier regard, ne sembla pas attiré par la compétition. Fait étrange dans cette académie. Au fait, moi c'est Haru, et toi? Lança-t-il en tendant sa main. Arzella fit un va-et-vient du regard entre son visage et sa main, puis poussa un soupir, sans répondre. Je crois que ta politesse est partie avec la mienne sous l'oreiller, adressa-t-il dans un sourire, sans bouger sa main tendue devant elle. Arzella, au revoir, lança-t-elle sèchement avant de se lever avec son plat. Elle le vida, le déposa dans le bac prévu et quitta la pièce, le chrono toujours en route. Chapitre 2. Les recrues étaient déjà mises à l'épreuve de leur arrivée, ce qui convenait à Arzella. Avoir la tête et le corps occupés, ne pas penser, ni ressentir, parfait. Après avoir fait une dizaine de tours de terrain, les voilà partis dans la forêt, jouxtant le complexe pour une course d'orientation par groupe de 3. Le vainqueur serait le groupe qui reviendrait au complet avec les 5 fanions de l'académie.
Arzella était en équipe avec une ingénieure, Zoé, un bout de femme plus petite qu'elle, mais dotée d'un corps plus musclé, aux cheveux blonds tressés, à la peau très mate avec des yeux gris de poupée. L'autre élève faisait partie de la section sécurité, Cole, un jeune homme châtain clair et aux yeux bleus, de taille normale, mais plutôt fluet pour un futur artilleur. On dirait que les séances de sport lui ont fait défaut apparemment. Pour Arzella, toujours solitaire depuis la mort de ses parents, cette épreuve était compliquée. Devoir communiquer, partager avec quelqu'un d'autre n'était pas une mince affaire. Elle n'avait pas choisi ses collègues non plus. En retrait, c'était Zoé qui l'avait prise en dernier, sûrement pas pitié, pensait-elle. Alors que son groupe approchait du quatrième fanion, un piège les força à se replier. Tandis que Cole et Zoé débattaient de la manière de l'atteindre, las d'attendre et voyant un autre groupe en approche, Arzella se lança pour attraper le fanion suspendu quand quelque chose la tira fermement en arrière et la fit tomber au sol. Au même moment, un objet passa juste au-dessus d'elle et se ficha dans un tronc d'arbre, une flèche. Elle releva la tête et vit Haru accroupi derrière elle. Encore lui sur son chemin. J'allais l'avoir, qu'est-ce que t'as foutu? Cria-t-elle en se relevant avant de rejoindre son groupe. Un merci aurait suffi, répondit Haru à la volée en rejoignant son équipe. Les groupes d'Arzella et Haru étaient au coude à coude, ce qui agaçait la jeune femme et la rendit imprudente. Le dernier fanion se trouvait au milieu d'une rivière en bas d'une cascade. Alors que les deux groupes sprintaient, Arzella arriva sur le rivage, examina les parages pour s'assurer qu'il n'y avait pas de piège, et commença à se lancer sur les cailloux, suivi de près par Clé, un élève artilleur du groupe adverse. Le jeune homme blond, aux yeux verts avec un visage très carré, avait une carrure de nageur, mais il semblait peu rassuré sur les épreuves d'équilibre et d'agilité. Il dégageait une forte volonté de réussite, même s'il devait écraser les autres au passage. Soudain, le pied d'Arzella glissa sur une roche mouillée, la déséquilibrant, elle tomba, entraînant dans la chute d'autres pierres qui écrasa son pied. Arzella retint un hurlement de douleur, mais un cri étouffé fut quand même perceptible. Clé se retourna, regarda son groupe, le fanion, puis continua, jetant un regard hautain et dédaigneux à Arzella en la dépassant. Paul et Zoé tentèrent de lui venir en aide, mais Clé prit le fanion et sortit sur l'autre rive en attendant son équipe. Arzella pestait et criait de rage, frappant l'eau de ses poings, essayant de dégager son pied, mais elle n'y parvint pas. Chaque mouvement comprimait un peu plus sa cheville et augmentait la douleur. Oui, Link. Petit chat. Petit chat. Ah, bordel! J'ai pas traversé la moitié du système pour finir comme abruti dans une rivière à la con. Et les autres qui n'osent pas approcher, je vais pas les mordre. Ils sont même pas comestibles de toute façon, s'agaça la jeune femme, ne supportant pas de perdre le contrôle. Haru s'approcha d'elle, il souleva la pierre et lui permit de libérer son pied. Elle le remercia cette fois-ci. Elle commença à se rapprocher du rivage, mais sa cheville était trop douloureuse. Il lui proposa son aide, mais elle refusa au début, serrant les dents pour ne pas montrer sa douleur. Zoé n'osa pas se proposer, intimidée par le regard froid de sa camarade. Haru ne supportait pas d'être inactif devant son désarroi, sans trop savoir pourquoi, et glissa un bras sous le sien, puis la souleva pour la porter. Arzella était à la fois surprise, gênée et en colère, mais elle devait s'y résoudre, sa cheville étant probablement cassée. Génial, j'ai hérité d'un kamikaze philanthrope. Si ça peut me permettre de rester, soit. Les deux équipes arrivèrent au poste final de la course. Les officiers furent étonnés de voir Haru porter la jeune femme. Alors que Clé allait remettre les 5 fanions, Haru les arracha de sa main et les déposa en même temps que ceux de l'équipe d'Arzella devant les officiers, ignorant la contestation de Clé. La consigne est pourtant simple, une seule équipe victorieuse, affirma l'officier ingénieur. Si elle ne s'était pas blessée, son équipe aurait eu le dernier fanion. On a gagné ensemble. Vous vouliez de l'unité, non? Lâcha Haru. Arzella repoussa ce dernier pour qu'il la pose. Bonne chance au vainqueur, lança-t-elle en jetant un regard à Haru avant de demander à Zoé, qui dut contenir un gloussement, de l'accompagner à l'infirmerie. Elle arriva au centre médical avec sa camarade. À l'accueil, un petit bureau recevait les blessés pour les orienter. Arzella fut dirigée vers un simple box de triage séparé par une cloison mobile. Une infirmière l'invita à s'asseoir et apporta un cryogel pour sa cheville et prit les premières informations médicales ainsi que ses paramètres vitaux. Arzella remercia Zoé de son aide et l'invita à rejoindre le groupe pour la suite des épreuves. Elle se surprit à trouver du positif à communiquer avec les autres. Définition du cryogel. Poche de gel cryogénique très froide et souple, translucide, qui permet de diminuer la douleur et le gonflement dû à un traumatisme, entorse, coup, hématome, fracture interne.
L'infirmière lui tendit un comprimé et l'invita à la suivre dans un box d'examen situé sur les côtés de la pièce principale de triage. Prenez cet antalgique en attendant que le médecin arrive. Je crains que ce soit cassé, en effet, supposa la soignante en quittant la pièce. Les box étaient tous identiques, pas très grands, et se composaient d'une table d'examen ou d'un lit, une paillasse métallique et un lavabo. Il y avait plusieurs rangements avec le matériel médical et certains médicaments, les plus classiques de la pharmacopée. Une fenêtre apportait de la lumière naturelle et donnait soit sur un autre bâtiment ou sur la forêt, selon où se trouvait le box. Arzella bougonna sur la table d'examen, faisant les 100 pas en boitant ou à cloche-pied. Elle ne supportait pas la faiblesse ni l'inactivité. L'occupation physique lui permit de faire diversion de son esprit. Elle sentit la douleur diminuer un peu avec le médicament, pensant même à s'échapper d'ici. La porte du box s'ouvrit enfin. Un médecin entra, la tête baissée sur la tablette médicale. Bonjour, je suis le médecin-chef Eric Cald, annonça-t-il en s'approchant d'Arzella. Lorsqu'il eut fini sur la tablette et leva les yeux vers la jeune femme, elle fut frappée par l'intensité de ses yeux bleus, si vifs, ce qui lui coupa toute envie de remarques sous la tente. Sa carrure contrastait avec sa blouse blanche, il aurait été parfait en sécurité, ou peut-être s'était-il entraîné en ce sens au départ et qu'il a changé de voie par la suite. Ses larges épaules, sa mâchoire anguleuse, son regard scrutateur en aurait fait un parfait officier des renseignements. Elle sentit une brèche se former dans son armure. Son regard bienveillant la transperça de part en part. Elle se remit sur la table sans un mot, oubliant toute envie d'évasion. Oh, ce regard! Je pourrais le dévorer toute la journée s'il n'était pas aussi percutant. Non, Arzé, tu n'es pas ici pour papillonner. Allez, vire-moi cette idée de là. Aucune faiblesse ni sentiment, se ressaisit la jeune femme en se mettant des claques mentales. Il attrapa un siège et s'assit devant elle, puis souleva doucement son pied entre ses mains. Il commença l'examen en mobilisant la cheville avec beaucoup de délicatesse, scrutant les réactions d'Arzella sur la gêne ou la douleur. Mais elle n'émit aucun son malgré la souffrance, ce que remarqua le médecin. Ici, vous avez le droit de dire que vous avez mal, vous savez, continua Eric, la voix très douce. Arzella acquiesça de la tête. Vous vous êtes blessé lors de la course, c'est bien ça? Questionna le médecin. Oui, c'est exact. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fracture, ajouta-t-il d'un ton bienveillant en reposant le pied de la jeune femme. Et la mauvaise, reprit Arzella d'un ton neutre, voire distant. Il vous faut 2 semaines de repos pour votre entorse. Quoi? Non, mais c'est pas possible. Je viens d'arriver. Vous signez mon renvoi. Non, je ferai ce que vous voulez, mais pas le repos. Oh, donnez-moi une seconde. Me revoilà. Alors, où est-ce que j'étais rendue? OK. Arzella, véhémente, descendit de la table et commença à prendre ses affaires. Éric se leva et s'interposa. Il mit ses mains sur ses épaules et elle dut lever la tête pour attraper son regard. Elle n'avait pas remarqué à l'avant qu'il était si grand, tandis qu'elle fut perturbée par les reflets dorés de ses cheveux qui jouaient avec les rayons du soleil de l'après-midi. Et découvrit une jeune femme débordante de sensibilité, cachant ses failles derrière sa carapace de froideur et de force, ce qui l'étonna et le prit au dépourvu. Bon, calmez-vous. OK, pas de repos, mais il faudra mettre du froid le plus possible et ne pas trop forcer dessus pour qu'elle puisse guérir. Et prenez ces antidouleurs, ça vous aidera à tenir. Enfin, revenez tous les 2 jours refaire votre bandage. C'est non négociable, imposa le médecin, la voix calme mais ferme. Très bien, monsieur, valida Arzella d'une voix étonnamment douce et chaude. Éric lui esquissa un timide sourire en retour. Cette nouvelle cadette était surprenante à bien des égards et piqua la curiosité du médecin. Elle semblait presque fragile en apparence, mais seulement en apparence. Il allait vite découvrir sa résistance. Ses grands yeux émeraudes le captivaient malgré lui, ce qui le déstabilisait intérieurement. Après 6 ans en poste, il n'avait jamais vu un regard pareil ni croisé une personnalité aussi mystérieuse. Arzella remonta sur le brancard d'examen en silence pour qu'il puisse bander son pied blessé. Elle était étonnée de la douceur de sa voix, mais aussi de ses gestes. Comment des mains qui semblaient si fortes pouvaient être si délicates, telles celles d'un artiste? Elle se sentait presque en confiance, il émanait de lui une douce sensation de sécurité, de sérénité. Elle se détendit un peu durant le soin et rejoignit son groupe pour la suite des épreuves de l'après-midi. Chapitre 3.
Après une journée intense physiquement, les élèves se retrouvèrent au réfectoire. Une grande salle aux murs blancs carrelés où se trouvait un alignement de tables et de chaises, au fond de celle-ci, une rampe avec les différents plats servis. Rampe, donc définition, terme militaire qui désigne la longue barre où glisse le plateau pour se servir à la cantine. Les grandes vitres inondaient l'espace de rayons chatoyants de l'astre d'Aros qui commençait à décliner. Arzella était dans la file, silencieuse, ignorant le brouhaha autour d'elle. Elle prit son plateau et de quoi manger, bien que la nourriture ne fût pas des plus élaborées, cela suffirait à la rassasier. Elle observa la salle, chercha une table vide et commença à se diriger vers le fond. Zoé sauta devant elle, l'invitant à se joindre à elle et Cole. À l'opposé de la future médecin, Zoé était joviale et avenante, un sourire immuable sur son visage doré. « Et Arzella, tu viens? » interpella la jeune ingénieure, sans vraiment attendre de réponse. Arzella émit un râlement en guise de réponse, leva les yeux en l'air, mais finit par accepter. « Faut bien que j'apprenne à vivre avec les autres. Elle ne semble pas trop méchante, pensa-t-elle en déposant son plateau au bord de la table. Comment va ta cheville? Questionna Zoé, la bouche encore pleine de viande ou ce qui y ressemblait. Juste une entorse, ce sera vite remis, répondit Arzella sans regarder sa camarade en face d'elle. En tout cas, tu nous as tous soufflé à la rivière. On aurait dit que tu volais au-dessus de l'eau. Grâce à toi, on est en tête du classement, continua Zoé sans se départir de sa bonne humeur. C'est un compliment, ça? Bordel, j'aurais vraiment dû bosser ma sociabilité, autrement qu'avec des cailloux si j'avais su que c'était nécessaire. Cogita Arzella, prise au dépourvu. Merci, répliqua-t-elle hésitante. C'est quoi ton choix de spé? Enchaîna Zoé, faisant un véritable interrogatoire à sa camarade. Médecine, et toi? Informa Arzella, surprise elle-même de lui retourner la question. Ingénieur, fanfaronna la petite blonde, pleine de fierté. Alors celle-là, je l'ai pas vu venir. Un kamikaze et une Jojo bricolo comme camarade. J'ai tiré le gros lot. Et le muet, c'est quoi? Communication? Se questionna-t-elle, ne cachant pas son étonnement. C'est surprenant comme choix, conclut Arzella en terminant son plat. Cole resta silencieux, n'ayant d'yeux que pour Zoé, qui faisait mine de ne rien voir. La sonnerie retentit, signifiant la fin du temps imparti au dîner. Après avoir débarrassé leur repas, le trio se sépara. À bientôt, Arzella, salua Zoé d'une voix bienveillante. Arzella esquissa un sourire timide, essayant de se rappeler comment fonctionnent ces zygomatiques. Le soir, toute la promotion fut convoquée dans la grande salle. Située au centre du complexe, c'était le lieu des grandes réunions et cérémonies de l'Académie. De forme circulaire, elle était entourée de baies, comme la plupart des bâtiments. Des rangées de sièges cossus d'un ton bordeaux foncé, installés en décalé, meublaient les lieux. Des tentures posées au fond représentaient les différentes blasons de la coalition. Le principal était étendu au-dessus de l'estrade. Arzella retrouva Zoé, avec qui elle accepta de collaborer pour commencer, ce qui était un exploit pour elle. Paul leur fit signe de loin, souriant, tandis qu'Haru semblait distant, bien qu'il adressât un vague sourire aux jeunes femmes. L'hymne retentit, tout le monde se posta face aux emblèmes de l'Académie en faisant le salut militaire. Les chefs des sections entrèrent et se placèrent sur l'estrade à la fin de l'hymne. Arzella ressentit une douce langue électrique parcourir son dos en apercevant Eric. Elle secoua sa tête pour ne pas être distraite. Le haut amiral le Tralin ou Tralin se plaça devant un petit pupitre. C'était un homme aussi grand qu'Haru, d'un certain âge, aux cheveux gris. Une vieille cicatrice sur la joue droite. Bienvenue à tous. La coalition est fière de votre choix d'engagement. Même si cela fait plusieurs années que nous sommes en temps de paix, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Beaucoup d'entre vous n'ont pas oublié l'attaque sur les colonies terriennes et l'échec de la coalition à les protéger, même si son rôle premier est de prendre soin, protéger et soutenir tous les peuples. La coalition a échoué en ce jour funeste. La gorge d'Arzella s'étrangla, son poing se serra sous sa cuisse, lui rappelant violemment la raison de sa présence. La paix a été gagnée, arrachée au prix d'un lourd tribut pour nous. Mais elle est devenue possible, car notre armée est la meilleure. Prouvez-le, méritez notre confiance. La coalition compte sur vous. Bien que vous ayez tous une spécialité en tête, n'oubliez pas que notre force est l'union. Je laisse la place aux chefs de service. Ils ont tous été les meilleurs de leur promotion, et il n'y a pas de place pour les soldats moyens, hormis à la morgue. Bonne chance à tous. Tous applaudirent comme un seul homme, saluant l'amiral. L'officier en chef de la sécurité s'avança. Il n'était pas très grand et plutôt mince pour un officier de sécurité et artilleur. Sa tonsure courte poivre et sel vieillissait ses traits. Ses yeux noirs plutôt allongés balayaient la salle. Il tapota le micro avant de commencer. Hum hum.
Je suis le lieutenant Rhys Aldred, chef de la section sécurité, et pour votre plus grand bonheur, le responsable de votre promotion Tanner. Tout ce que vous faites, vous dites, vous pensez, je le sais. Inutile de vous plaindre à vos chefs de secteur, c'est moi seul qui ai le droit de vie ou de mort de votre carrière. Respectez les règles, donnez-nous tout votre potentiel, montrez-nous votre valeur et vous serez l'élite. Faites les tirs au flanc, la prochaine navette sera pour vous, direction le trou paumé d'où vous venez. Vos responsables de groupe ont les pouvoirs des chefs de secteur. Vous leur obéissez, aucune discussion possible. Ils sont mes yeux et mes oreilles. Profitez bien du repos qui arrive, il sera bref. Il recula, puis retourna aux côtés des autres chefs de section. La salle applaudit, moins forte qu'après l'amiral. Arzella commença à avoir la bougeotte, les cérémonies n'étaient pas son fort. Elle avait besoin d'action. Elle fit le tour de la salle du regard, cherchant une distraction visuelle. Zoé le remarqua. Tss, Arzella, arrête de trembler, toute la rangée va croire à un séisme, murmura-t-elle en retenant un petit rire. La dernière la regarda du coin de l'œil et esquissa un sourire timide. Le responsable de l'unité médicale s'avança sur l'extrade. Elle s'arrêta soudain de bouger, portant toute son attention sur l'orateur. Bonjour à tous, lieutenant Eric Cald, médecin-chef de l'Académie. Je vais commencer à vous recevoir dès demain pour vos examens médicaux et obligatoires. N'essayez pas de me cacher quoi que ce soit, comme mon camarade, je sais tout. Et l'infirmerie n'est pas un dortoir ni un joker. Les vraies blessures y entrent, la bobologie, vous les traiterez sur le terrain. Néanmoins, tout ce qui passe à l'infirmerie n'en sort pas. Vous pouvez avoir confiance en moi personnel, c'est une règle d'or. Je vous donne tout de suite le remède de la gueule de bois, car il y en aura, inutile de vous pointer au centre médical. Ne pas boire, ou boire beaucoup, beaucoup d'eau. Bonne formation à tous, en espérant que vous serez autant à la fin. Il retourna s'installer, scrutant la salle, se demandant combien seront encore présents d'ici quelques semaines. Il en avait vu passer des cadets, des plus costauds aux plus grégalets, et souvent, il y eut des surprises. Arzella ne décrocha pas son regard d'Éric, même lorsque Zoé lui fila discrètement un coup de coude dans le flanc. « Je crois qu'il y en a une qui craque déjà, » murmura la petite tête blonde. Arzella ne répondit pas. L'hymne retentit à nouveau, tous se levèrent comme le protocole l'exigeait avant de rejoindre les dortoirs. La soirée était déjà bien avancée, la fatigue se faisait sentir pour tous. Les filles rejoignèrent leur quartier à la fin de cette première longue journée. Arzella repéra Haru devant, difficile de le rater, et dépassait tout le monde d'au moins une tête. Il rigola en l'imaginant tout tordu comme un origami dans un cockpit. Dis Arzella, il y a de la place dans ta piole? Entre femmes, on sera plus tranquille, je pense, demanda Zoé, nerveuse. Je sais pas du tout, j'ai pas remis les pieds depuis ce matin, viens voir. Effectivement, Arzella avait bien choisi sa chambre, seul un sac était posé en plus du sien. Ben, vas-y, installe-toi. Zoé poussa un soupir de soulagement. Elle jeta son bagage sur le lit en bas à gauche et s'affala dessus. Arzella s'adossa à l'armoire, regardant par la fenêtre qui donnait sur la forêt. Pfiou, tu me sauves la mise. Je me voyais pas encore vivante après une nuit là-dedans. Bonjour, l'odeur des chaussettes. Les deux femmes éclatèrent de rire, ce qui mit Arzella un peu plus à l'aise. Zoé, tu fais quoi ici? Et pourquoi ingénieur? C'est rare pour une femme? Interrogea-t-elle d'une voix neutre. Bof, tu dois connaître, mon père était un ingénieur, mon grand-père l'était. Sauf que je suis fille unique, donc j'ai pas le choix pour la tradition, et j'ai oublié d'être bête au passage, rigola-t-elle. Avec ta blondeur et tes yeux de poupée, difficile d'imaginer des neurones dessous, s'esclaffa Arzella. Et toi, fille de médecin? Arzella se figea sur l'instant. Zoé ne vit rien, car elle lui tournait le dos. Elle serra les dents avant de prendre une grande inspiration pour répondre. Non, mon père était forgeron. J'aime résoudre des mystères et accessoirement sauver des vies. Zoé sentit le malaise et n'insista pas, elle appréciait le peu de discussion qu'elle avait, c'était déjà un progrès depuis le matin. Il a l'air sympa, le géant. Il s'appelle comment déjà? Il a un nom bizarre. Haru, balança Arzella, pas tout à fait du même avis. Ah oui, voilà. Je crois que tu lui plais déjà. Ou pas, supposa Zoé d'un air espiègle. En tout cas, c'est pas réciproque, affirma sa camarade en montant dans sa couchette. Il t'a aidé ce matin quand même, et grâce à lui, on a gagné. Ah bon? On a gagné quoi? 10 minutes de sommeil? Youpi! De toute façon, il lui reste moins d'1 an à vivre, comme la majorité des pilotes. Pourquoi s'y attacher? Conclut-elle d'un ton sec qui est monocorde. Arzella, t'exagères? On est en paix, ce sont des soldats comme nous. L'unité, rétorqua Zoé, surprise et choquée. L'unité, moi. Un joli mot, rien de plus. Oui, probablement, pour l'instant. La paix. Pour l'instant. Arzella se tourna sous son lit pour signifier à Zoé que la discussion était close. Elle se referma aussi vite qu'elle s'était à peine ouverte à sa camarade. Dès qu'on abordait un quelconque attachement, elle fuyait.